La gravitation universelle, l'électromagnétisme, la relativité, la mécanique quantique, toutes ces théories sont nées grâce à l'unification d'anciennes lois. Plus la physique avance et plus on décrit un grand nombre de phénomènes dans un cadre commun. Et le Graal sera atteint quand on pourra décrire toutes les lois dans une seule théorie, la théorie du tout. Aujourd'hui, l'unification bute sur le problème de la gravité quantique. On ne sait pas comment concilier la mécanique quantique et la relativité générale. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'on va finir par y arriver. Dans un futur assez proche, à mon avis, on aura une théorie qui permettra d'englober tous les phénomènes physiques. L'unification, c'est pas seulement un processus esthétique, on va voir que c'est bien plus profond que ça. C'est un guide fantastique pour mieux comprendre l'univers. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est toute une gamme de préparations concentrées, vous rajoutez de l'eau et ça vous donne une boisson délicieuse, bien plus saine que les sodas habituels. Les colorants sont 100% naturels, il n'y a aucun colorant artificiel. Il n'y a pas de taurine non plus et surtout pas de sucre. J'ai eu un rapport compliqué avec le sucre dans ma vie, c'était quasiment une addiction. Mes petits déjeuners, j'achetais, vous savez, les pains au chocolat industriels par paquet de 10, je les coupais en deux, sur une tranche je mettais du miel et sur l'autre tranche je mettais de la confiture. Ensuite, je versais du lait dans un bol, je mettais du chocolat en poudre ultra sucré, je rajoutais 4 sucres en morceaux et par-dessus, je mettais des céréales bourrées de sucre. Autant vous dire, alors oui, j'avais un pic d'énergie juste après, mais à 11h, j'avais un énorme coup de barre et je crevais de faim. Et puis, je compte pas le nombre de caries que j'ai eu depuis. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, je mange très peu de sucre, je me suis calmé sur les petits déjeuners, sur les goûters, je ne bois plus de soda. Et Oli, c'est justement la solution parfaite pour remplacer les sodas. C'est plein de vitamines et d'antioxydants, et en plus c'est super bon, le fraise kiwi c'est une tuerie. Il y a plusieurs gammes, Oli Energy avec de la caféine, mais du coup pas de sucre, donc on évite le crash d'énergie. Oli Hydration avec le fraise kiwi, et des milkshakes, comme ça vous évitez ce que je faisais de blinder de sucre votre lait. Si vous voulez tester, le mieux à mon avis c'est le pack découverte avec plein de saveurs différentes. Je vous ai mis le QR code et un lien en description pour avoir 5 € de réduction sur toutes les premières commandes des 14,99 € d'achat. Et avec le code LivreScience, vous aurez en plus 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Merci à Oli de soutenir la chaîne et retour à la vidéo. La première unification de la physique apparaît lors de l'épisode mythique de Newton et de la pomme. Ce qu'on oublie parfois de dire quand on raconte l'histoire, c'est que dans le champ de vision de Newton, ok, il y a la pomme qui tombe, mais il y a aussi la Lune. C'est ce qui va permettre à Newton de faire le lien entre la trajectoire des deux objets. Il va unifier la mécanique terrestre et la mécanique céleste. L'univers n'est plus séparé en deux. Une seule théorie rassemble la Terre et le ciel, et cette théorie, c'est la gravitation universelle. Pour réussir cette union, Newton développe un arsenal de techniques mathématiques, la dérivée, le calcul intégral, des outils qui sont utilisés aujourd'hui dans tous les domaines scientifiques. Grâce à la gravitation universelle, on comprend la trajectoire des planètes, on en découvre même de nouvelles. Neptune a été observé parce qu'on a détecté un décalage dans la trajectoire d'Uranus. En appliquant la loi de Newton, on a pu anticiper la présence de Neptune et orienter les télescopes dans la bonne direction. On va retrouver ça dans les théories suivantes. L'unification en soi permet d'avoir une meilleure compréhension du monde, mais donne en plus des résultats pragmatiques. Et c'est ça l'élément profond qui fait que l'unification est un excellent guide pour construire des théories. On englobe des modèles plus anciens et au passage, on découvre de nouvelles choses. L'unification n'est pas seulement esthétique, elle est fertile. Les liens qu'on arrive à tisser entre les différents aspects de notre monde permettent de faire des prédictions. Par exemple, avec Newton, la relation entre la Terre et le ciel permet de savoir sans même regarder qu'il y a une 8e planète au-delà d'Uranus. La seconde grande unification de l'histoire de la physique est sûrement la plus connue. En 1902, Romagnosi approche un fil d'une boussole et se rend compte que dès qu'un courant traverse le fil, ça fait bouger la boussole. Le courant dans le fil, c'est un phénomène électrique et le mouvement des boussoles jusque-là a toujours été associé à des phénomènes magnétiques. Normalement, seul le champ magnétique est capable de faire bouger les boussoles. En 1920, Ørsted popularise l'expérience et le monde scientifique commence à comprendre qu'il y a un lien profond entre l'électricité et le magnétisme.
Le courant électrique dans le fil a une influence sur la réponse magnétique de la boussole. Quelques années plus tard, Faraday va montrer que dans l'autre sens, un champ magnétique variable peut créer un courant électrique. Il semble y avoir un lien très profond entre électricité et magnétisme. Arrive alors un de mes physiciens préférés, James Maxwell. Il va réussir un exploit historique. Il va construire un cadre théorique qui englobe tous les phénomènes électriques et magnétiques. Comme Newton, il va utiliser les mathématiques pour rendre notre compréhension du monde plus compacte et plus cohérente. Sur cette chaîne, on a déjà évoqué la mécanique quantique et la relativité. On va parler de ces deux théories un peu après dans la vidéo d'ailleurs. Ce sont des avancées scientifiques incroyables, mais franchement, on peut mettre l'électromagnétisme au même niveau. C'est une des théories avec le plus gros impact dans l'histoire de la science. Déjà, bien sûr, on a beaucoup mieux compris les phénomènes électriques et magnétiques, mais au passage, il y a carrément un autre domaine qui fusionne dans la théorie, c'est l'optique. Grâce à Maxwell, on sait que la lumière est un phénomène électromagnétique. En ce moment, la lumière que vous percevez de votre écran, ce sont des ondes électromagnétiques. Et en plus de la lumière visible, il y a tout le spectre électromagnétique, des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Tout ça, c'est de la lumière d'une certaine manière. Ce sont des ondes électromagnétiques. Donc avec ces équations, Maxwell prédit l'existence des ondes radio avant même qu'on puisse les observer. La diffraction, les interférences, les mirages, les arcs-en-ciel, les aurores boréales, les éclairs, tout ça, ce sont des phénomènes électromagnétiques décrits dans un seul cadre. C'est ça qui est incroyable, on a des milliers et des milliers de phénomènes qui s'expliquent avec les mêmes équations. Plus tard, même la description des atomes fera intervenir l'électromagnétisme, combiné bien sûr avec la mécanique quantique. Aujourd'hui, l'électromagnétisme est une des 4 forces fondamentales de la nature, et elle intervient directement au niveau des particules élémentaires. Donc la fusion de l'électricité, du magnétisme et de l'optique opérée par Maxwell, c'est vraiment une étape fondamentale, peut-être la plus importante dans la quête de l'unification de la physique. Cette fusion nous a permis de construire le monde moderne, les circuits intégrés des ordinateurs, le Wi-Fi, les téléphones portables, les scanners médicaux, les lasers, bref, l'électromagnétisme est partout autour de nous. Avec ces équations, Maxwell a changé le monde à tout jamais, toutefois sa théorie a posé 2 énigmes. La première, c'est la présence intrigante dans ces équations de la vitesse de la lumière. Le souci, c'est que cette vitesse a l'air constante, ce qui est en totale contradiction avec ce qu'on savait de la mécanique à l'époque. Et deuxième énigme, si la lumière est une onde électromagnétique, à l'image d'une vague qui se déplace à la surface d'un lac, dans quel milieu se propage cette onde ? Vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Poincaré et Einstein avec la relativité restreinte qui ont résolu ces questions. La mécanique de Newton et l'électromagnétisme sont incompatibles. Et le problème ne vient pas des équations de Maxwell, il vient de la mécanique de Newton. Dans beaucoup de cas, la mécanique classique est une très bonne approximation, mais avec la relativité, on a compris que ce n'était pas la bonne théorie pour décrire le mouvement des objets. On a dit tout à l'heure que l'unification permettait d'englober des théories qui fonctionnaient déjà. Là, on va un cran plus loin. Au moment où on opère la fusion, on se rend compte qu'il y a des petits problèmes à corriger dans une des 2 théories. C'est encore un bénéfice de l'unification. En dézoomant, on se rend compte que la mécanique classique était en fait une approximation et que toutes nos intuitions sur le temps et sur le mouvement étaient à revoir. On pensait que le temps était universel, c'est faux. On pensait que la simultanéité était absolue, c'est faux. On pensait que les vitesses s'ajoutaient. Si je suis dans un train à 100 km/h et que je lance une balle à 20 km/h, la balle devrait aller à 120 km/h selon mon intuition. Eh bien c'est faux. Le fait que la longueur des objets est la même pour tous les observateurs, c'est faux, etc. Donc en faisant l'unification de la mécanique et de l'électromagnétisme, on s'est rendu compte qu'il fallait corriger la mécanique. Voilà, l'unification, c'est pas seulement pour le plaisir d'avoir un seul cadre cohérent, c'est aussi un très bon guide pour repérer les problèmes dans nos théories. Si on reste à l'intérieur du modèle, on est un peu le nez dans le guidon, on voit pas les problèmes. Mais le fait d'unifier, ça nous force à dézoomer et à éclairer l'ensemble sous un angle nouveau. Et par exemple, ici avec la relativité, on comprend qu'il faut arrêter d'utiliser les concepts d'espace et de temps de manière indépendante et parler plutôt d'espace-temps.
Les scientifiques de l'époque ont été guidés par des observations comme l'expérience de Michelson, mais en fait, et on va voir que c'est important pour l'optimisme que j'ai évoqué au début, avec le recul, au moment de l'unification, on n'avait pas besoin des observations. Les transformations de Lorentz qui sont au cœur de la relativité, en fait, on pouvait les trouver directement à partir des équations de Maxwell. Si on veut décrire le mouvement des objets en respectant les équations de Maxwell, pas le choix, on arrive aux transformations de Lorentz, on arrive à la relativité. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'être guidé par des observations, mais avec cet exemple, on voit que c'est possible d'unifier des théories uniquement grâce à la cohérence mathématique. Au début du XXe siècle, les équations de Maxwell ont remis en question une autre théorie, la thermodynamique. Si on applique les lois de la thermodynamique au spectre électromagnétique du Soleil, vous voyez qu'ici on commence à fusionner thermodynamique et électromagnétisme, on est censé observer 7 courbes pour l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Or, ces 7 courbes ici qu'on observe, ça ne colle pas du tout dans les ultraviolets, on a appelé ça la catastrophe ultraviolette. On a encore une fois une incompatibilité qui va donner naissance à une théorie fantastique, la mécanique quantique. On peut dire que la relativité et la mécanique quantique sont les enfants terribles de l'électromagnétisme. Ces deux théories sont des unifications. La relativité unifie l'électromagnétisme et la mécanique. Au passage, on comprend beaucoup mieux l'espace et le temps. Et la physique quantique unifie l'électromagnétisme avec la thermodynamique. Et au passage, on comprend mieux le comportement des particules élémentaires et le fonctionnement des atomes. Donc l'électricité, le magnétisme et l'optique ont fusionné en l'électromagnétisme. Lui-même a fusionné avec la mécanique classique pour donner la relativité restreinte, avec la thermodynamique pour donner la mécanique quantique. On a vu que Newton avait opéré la fusion de la mécanique classique et de la mécanique céleste pour donner naissance à la gravitation universelle. Et vous connaissez l'histoire, Einstein ne s'est pas arrêté à la relativité restreinte, il a unifié la relativité restreinte avec la gravité pour créer la relativité générale. Encore une fois, cette unification qui a donné la relativité générale n'est pas seulement esthétique, elle nous a permis d'apprendre des choses sur notre univers, entre autres que des ondes gravitationnelles peuvent se propager dans l'espace. Et comme pour Neptune et les ondes radio, on a eu la prédiction théorique avant l'observation. Et ça, c'est grâce à l'unification. La relativité restreinte, c'est 1905, la relativité générale, c'est 1915, et Schrödinger écrit son équation à la base de la mécanique quantique en 1926. Donc il connaissait évidemment la relativité, il a tout fait pour écrire une équation relativiste, une équation qui respecte la relativité. Il n'y est pas arrivé, c'est Paul Dirac qui va réussir en 1928, et l'équation de Dirac amorce une autre unification, celle de la mécanique quantique et de la relativité. En faisant ça, deux éléments importants apparaissent. Le premier, c'est que les objets fondamentaux de la nature, ce ne sont plus des particules, mais des champs, comme le champ électromagnétique. D'ailleurs, la théorie qui unifie mécanique quantique et relativité, on appelle ça la théorie quantique des champs. Et deuxième élément, l'équation de Dirac fait apparaître naturellement un nouveau genre de particules, de même comportement que les particules habituelles, mais avec une charge opposée, on appelle ça des antiparticules. Je développe pas trop, les antiparticules, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Encore une fois, l'unification est un processus qui nous apprend des choses sur l'univers. Vous voyez que sur le schéma, on est presque au bout. Il nous reste à unifier la relativité générale et la mécanique quantique moderne, c'est-à-dire la théorie quantique des champs. Il nous reste à créer une théorie de la gravité quantique. Le Graal de la physique théorique moderne, c'est de trouver un modèle qui unifie la gravité et la mécanique quantique. En physique, il y a 4 interactions fondamentales. L'électromagnétisme, l'interaction nucléaire faible, qui décrit la désintégration des atomes et le comportement des neutrinos, l'interaction nucléaire forte, qui assure la cohésion des quarks au sein des protons et des neutrons, et enfin la gravitation. Et il y a vraiment la gravité d'un côté et les 3 premières interactions de l'autre.
L'électromagnétisme et les interactions faibles et fortes ont beaucoup de points communs. Elles sont toutes les trois décrites par la mécanique quantique et elles sont transportées par des particules qu'on appelle des bosons. L'électromagnétisme est transporté par les photons, l'interaction faible par les bosons W et Z et l'interaction forte par les gluons. Il y a tellement de points communs entre l'électromagnétisme et l'interaction faible que dans les années 60, on a réussi à construire une théorie qui unifie les deux et on l'a appelée l'interaction électrofaible. C'est une théorie qui était très élégante mathématiquement, mais il manquait une observation fondamentale pour la prouver. Cette observation, on l'a faite en 2012, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la détection du boson de Higgs. Détecter une nouvelle particule, c'est déjà exceptionnel en soi, mais là, ce qui était encore plus fou, c'est que ça a confirmé le bien fondé de cette démarche d'unification. Le boson de Higgs, c'est encore une nouvelle preuve qu'unifier les lois de la physique nous permet de mieux comprendre le monde. Revenons au schéma des interactions. Là, vous voyez qu'avant d'unifier les trois interactions quantiques avec la gravité, il manque une étape. On n'en parle pas souvent, mais avant la gravité quantique, il y a une étape fondamentale à passer qui consiste à unifier la théorie électrofaible avec l'interaction forte. On appelle ça la grande unification. Pour l'instant, c'est en chantier, mais avec cette théorie, on pourra mieux comprendre la relation entre la matière ordinaire qui nous compose et les mystérieux neutrinos qui nous traversent par milliards toutes les secondes. On pourra aussi faire de meilleures prédictions sur le destin de l'univers. Dans le modèle actuel, on considère que le proton est une particule stable. Dans la grande unification, il finit par se désintégrer tout seul au bout d'un temps très long. Et donc la matière dont nous sommes constitués, et dont sont constituées les étoiles, finirait elle aussi par se désintégrer. Concernant la gravité quantique, on a d'un côté la relativité générale qui décrit le mouvement des objets par une courbure lisse de l'espace-temps, et d'un autre côté les interactions quantiques qui sont au contraire discontinues, probabilistes, avec le temps vu comme une variable externe. C'est le fameux problème du temps qui empêche pour l'instant d'unifier mécanique quantique et relativité générale. En relativité, le temps est une variable dynamique, elle est intégrée à l'espace-temps, elle fait partie de la géométrie, alors qu'en mécanique quantique, c'est un paramètre qui n'est pas géométrisé. On a plusieurs pistes, mais on ne sait pas résoudre ce problème pour l'instant. Peut-être que le temps n'est pas un concept fondamental, peut-être qu'il émerge statistiquement à partir des relations entre les objets, peut-être qu'il faut utiliser le cadre de l'univers bloc, où tout l'univers du début à la fin est posé de manière fixe dans un espace à 4 dimensions. Peut-être qu'on va réussir à quantifier la gravité, c'est ce que tente la théorie des cordes. On a parlé des différents bosons qui transportent les interactions quantiques. Peut-être que la gravité est également une interaction quantique. Dans ce cas, le boson qui la transporterait est appelé le graviton. L'électromagnétisme est transporté par le photon et la gravité serait transportée par le graviton. La différence avec les unifications précédentes, c'est qu'on n'a pas d'observation pour nous guider. Il faudrait des énergies totalement délirantes pour tester la théorie des cordes. Par exemple, un accélérateur comme le LHC au CERN, mais avec une taille énorme, plusieurs fois la taille du système solaire. On a le temps, d'abord il faut maîtriser la fusion et ensuite construire une sphère de Dyson. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais l'exemple du boson de Higgs nous montre que le manque d'observation, c'est pas si grave que ça. La théorie électrofaible date des années 60, c'est bien avant la découverte du boson de Higgs en 2012. On n'a pas eu besoin de l'observation, c'est seulement venu plus tard pour confirmer. En réfléchissant très très fort, on a réussi à avancer dans l'unification sans observation. On a d'abord formulé la théorie et ensuite les expériences sont venues la confirmer. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois en physique. La découverte de Neptune, l'observation de l'antimatière, les ondes radio, les ondes gravitationnelles, tous ces éléments ont été théorisés avant d'être observés. Donc il n'y a pas de raison, on va finir par trouver la théorie du tout, surtout qu'avec l'IA, les outils dont on dispose sont de plus en plus puissants.
Si vous voulez aider l'algorithme à mettre la science en avant, cliquez sur le pouce, mettez un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la cloche. Si vous êtes élève en prépa, j'ai une chaîne secondaire pour vous, j'ai mis le lien en description. Allez, à bientôt sur la chaîne et que la science soit avec vous.